Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère en forme de Paris-Dakar. Les deux dernières villes de résidence de notre invité, le musicien sénégalais Mustapha Naam, qui a donné son nom au Naam Trio, composé également des guitaristes de Youssou N'Dour et de Kezia Jones. Dans cette Francosphère, nous nous demanderons aussi si on peut vivre sans musique, question posée aux jeunes ultramarins, deux générations Watt. Dans Speak French, pourquoi la France, royaume de la haute couture, décline sa mode en anglais? De quel parfum, bon ou mauvais, est fait le gisement pétrolier du Sénégal? Et quel est le meilleur rythme de vie, aux États-Unis ou en France, grâce au portrait d'Anne Bonneau? Francophonie? Qu'est-ce que ça dit? Francophone? Qu'est-ce que ça donne? Bonjour Mustapha Naam. Bonjour. La francophonie, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit? Comment se porte-t-elle aujourd'hui au Sénégal? La francophonie, disons que si on en parle, moi ça me parle personnellement. Parce que je chante en français, étant Wolof Peul, donc je pense que c'est une langue qui est commune et qui est partagée par plusieurs cultures, ce qui fait que tous ceux qui parlent français ne le parlent pas de la même manière. Il y a des expressions qui sont différentes entre autres pays. Et ça, c'est de la qualité pour la francophonie. Et même à l'intérieur d'un pays francophone comme le Sénégal, est-ce que tout le monde est à égalité vis-à-vis du français? Est-ce que tout le monde, dans votre ville natale, comprend ou parle le français, ou ça reste quand même le fait d'une minorité? Bon, on va dire que tel n'est pas encore le cas. Et on va dire que tout le monde ne parle le français. Par contre, même ceux qui n'ont pas été à l'école comprennent quand même lorsque quelqu'un parle français. Alors si vous vous demandez encore qui vous parle justement, qui est Mustapha Naam, une partie de la réponse est éventuellement contenue dans votre portrait, toujours aussi coupé, décalé, par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Mustapha Naam? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Eh bien, Mustapha Naam est le Bob Dylan sénégalais. Sauf qu'il n'a pas eu le Nobel 2016 à Stockholm, mais le prix Newkel 2013 à Dakar. Il n'a pas 75 ans comme Bob Dylan, mais il est né en 1975. Il n'est pas connu pour son Never Ending Tour, sa tournée de concerts sans fin, mais pour son Campus Tour dans les salles des universités. Bob a une demi-douzaine d'enfants, Mustapha n'en a pas, mais il milite pour l'éducation des enfants en Afrique. À part ça, Mustapha Naam est bien le Bob Dylan sénégalais. Comme lui, il est un chanteur engagé. Comme lui, il s'accompagne à la guitare. Il ne lui manque plus qu'un tambourin et un harmonica pour attirer l'attention des Nobel d'ici une trentaine d'années. Dylan sénégalais, ça vous va, Mustapha Naam? Ça me parle parce que moi je pense que mon mentor, celui qui m'a beaucoup influencé, il s'appelle Ismaël Lô, que tout le monde connaît. On l'appelle le Bob Dylan africain. Et le prix Nobel de littérature, tiens, un chanteur, vous approuvez ou vous préféreriez qu'on invente un prix Nobel de musique? Les deux vont ensemble, je pense. Ça peut être prix Nobel de musique ou prix Nobel de la littérature, parce que ceux qui s'intéressent davantage à ce qu'a pu faire Bob Dylan se rendent compte qu'en dehors du fait que c'était chanté, c'était de la poésie. Et aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'on devrait se dire que tout ce qui est slam, poésie, entre autres, qui se font dans la musique, est d'abord et avant tout de la littérature. Est-ce que vous, Mustapha Naam, on ne peut pas vous qualifier de musicien clandestin, sachant que vous avez appris la musique en secret, de votre mère, elle était contre, de vos professeurs, vous étiez au fond de la classe, vous essayiez de ne pas faire de bruit en jouant de la guitare, mais il y en a certains qui vous encourageaient à en faire un petit peu plus, et à ce moment-là, vous vous êtes fait remarquer. Oui, je me suis fait remarquer beaucoup plus tard, je pense. Parce que, voilà, je me suis fait remarquer il y a quelques années de cela. Mais plus jeune, comme vous le dites, c'est exactement ça. Et j'ai toujours adoré chanter. Et je pense que mes premiers textes, je les ai écrits très, très, très tôt, plus jeune que cela. Et voilà, et aujourd'hui, je ne peux plus me cacher, donc je ne suis plus un clandestin. En quoi est-ce qu'il est si difficile d'apprendre la guitare quand on est gaucher? Très difficile, surtout si c'est en Afrique, parce que déjà, une guitare de gaucher n'existe pas chez nous. Il m'a fallu être en France pour en avoir. Et lorsque j'ai voulu apprendre à jouer la guitare, ce n'était pas évident pour un gaucher. On me demandait de mettre les cordes à l'envers. Moi, ce que je ne voulais pas, parce qu'en petit têtu, je me disais, bon, attends, lorsqu'ils disent 1, 2, 3, moi je dis 3, 2, 1. Et après, avec un manuel... j'ai pu travailler au fil du temps avec la passion et l'envie, c'est arrivé. Alors, gaucher, c'est un avantage pour le tennis, mais pas du tout pour la guitare, par exemple. C'est un avantage même pour la guitare, surtout.
Lorsqu'on y arrive, on arrive à jouer, on arrive à faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. L'Afrique qui sourit, morceau tiré de l'album Naham Trio de 6 titres qui vient de sortir. C'est une chanson en réaction à l'image de l'Afrique qui n'aurait que des problèmes, Mustapha Naham. Oui, une réaction à à cette image négative que très souvent on a tendance à véhiculer dans les médias, ce qui n'est pas réellement le cas. Je pense que tous ceux qui n'ont jamais été en Afrique une fois sur place tombent amoureux de ce continent et repartent très souvent là-bas. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de difficulté à y vivre. J'ai le plaisir et l'envie très souvent de repartir chez moi. Et l'Afrique avance, l'Afrique progresse, ce n'est que du positif. Qu'est-ce qui vous étonne le plus, tiens, Mustapha, dans ce que vous entendez sur l'Afrique par rapport à votre vision, à vous, des choses? Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on ne dit pas tout le temps la réalité. On ne dit que lorsqu'il y a un coup d'État, lorsqu'il y a une guerre civile. Alors que pour moi, une guerre civile, c'est lorsqu'on vend des armes à certains ou lorsqu'on même fournit des armes sans pour autant même que ça soit vendu souvent. Alors que ce n'est pas vérifié, c'est juste pour faire la guerre et avoir la possibilité surtout de se nourrir de ces ressources naturelles dont regorge l'Afrique. Moi, je pense que on aurait bien aimé qu'une bonne image soit donnée par rapport à ce qui se fait en Afrique. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez appelé votre chanson « L'Afrique qui sourit ». Or, on fait le reproche aux non-africains de parler de l'Afrique comme d'un seul pays, alors que, bon, il y a des réalités très différentes si on est au Maroc ou en Afrique du Sud ou au Kenya ou au Sénégal. Mais pour vous, le continent fait quand même un tout? Oui, le continent fait un tout parce qu'on en a fait un tout. Parce que je pense que l'histoire a fait que ce continent, même s'il y a des réalités différentes un peu partout, si on parle du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, il y a une histoire qu'ils se partagent en commun. Et si l'anglais a été quelque part colonisant quelques pays, le français a été ailleurs pour coloniser d'autres pays. Donc cette histoire de colonisation, cette histoire de l'esclavage fait qu'on s'est partagé plein de choses. Et ces choses-là font que quand on parle d'une seule unité, l'Afrique. Le moment qui sourit toujours beaucoup aussi dans cette émission Francosphère, c'est celui consacré au portrait sonore effectué par Anne Bonneau. Aujourd'hui, celui d'une Californienne, grande et blonde, aux yeux bleus, Mindy Morel, qui a rêvé de la France en feuilletant l'album photo de sa grand-mère. Elle est venue voir et y est restée depuis 15 ans. J'avais 22 ans. Je suis venue avec 2 valises et mon violon et un sac à dos pour tenter l'aventure. J'ai eu un diplôme, un BM, on appelle ça, Bachelor of Music, en violon. J'ai pris des cours de plus pour un diplôme spécial pour jouer en solo concertiste, en fait. C'était mon diplôme en musique et je me suis dit aussi, la musique, c'est un monde international, on peut faire de la musique partout. C'est ouvert, on rencontre plein de monde, on voyage, on peut faire ça n'importe où. Depuis toute petite, j'étais toujours fascinée par Paris, par la France. Je savais que je ne voulais pas passer ma vie aux États-Unis. Je voulais voir d'autres choses, faire d'autres choses et pas rester me marier à 20 ans comme ma sœur, mes cousines et tout ça. Je voulais vraiment faire d'autres choses, voir d'autres choses.
Et au bout de 3 mois, l'argent que j'avais économisé commençait à partir et tout. Je dis bon, il me faut un travail, il me faut un logement. J'ai fait 2-3 ans je jouais dans toutes les grandes stations de métro, dans les gares, dehors. C'était chouette au début, mais après, l'hiver et tout ça, dehors, c'était pas... Mais bon, j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait plein de trucs super, et on y gagnait beaucoup. Ça, c'était sympa, mais bon, il y a une époque pour tout. On faisait un concert aux Cathédrales américaines, à avenue Georges V à Paris. Je croise un beau clarinettiste qui était dans l'orchestre. Et les yeux sont croisés et c'était vraiment le coup de foudre. Et une semaine après, on s'est dit, bon, on va se marier. Avant les enfants, j'étais intermittente de spectacle pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de télévision, beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'opéras, opérettes. J'ai fait des tournées, j'ai fait plein de choses très chouettes. Et quand j'ai eu les enfants, je voulais être avec eux. J'enseigne pas mal aussi, je commence à rejouer un petit peu, mais bon, ça pas comme avant, mais c'est pas grave. Le chose qui me plaisait, c'est pour ça aussi que je voulais venir, c'est vous prenez le temps de vivre, d'apprécier de la vie, que vous courez pas tout le temps. Vous prenez des vacances, vous vous posez à midi. Bon, maintenant, parfois, c'est un peu trop, je trouve, mais vous prenez le temps d'apprécier de la vie et vraiment de vivre, qu'aux États-Unis, tout est speed, tout le temps. Oui, alors est-ce que tout n'est pas très relatif quand même, Mustapha Naam? Est-ce que vous trouvez qu'on prend vraiment le temps de vivre à Paris, qu'on pense vraiment aux vacances en France par rapport au Sénégal? Est-ce que ce rythme de vie vous semble lent, comme pour une Américaine, ou rapide? Oui, c'est un rythme effréné, sans arrêt. Je pense que les gens, la première fois que je suis arrivé à Paris, moi, ce qui m'étonnait le plus, c'était que les gens courent sans arrêt. Ils courent. Et finalement, moi aussi, je cours aujourd'hui, alors que je m'étonnais de les voir courir. Donc, c'est un rythme effréné ici. Vous avez le regret déjà de Dakar, où vous étiez jusqu'à il y a 3 ans? Ben non, parce que tant que j'ai la possibilité, je repars très souvent là-bas. Le lien, le cordon ombilical n'est pas coupé. Alors, il y a les appels téléphoniques. Voilà, donc tout est là encore. Allez, question à réponse en toute franchise. Où est-ce qu'on vit le mieux, Mustapha Naam? En France ou au Sénégal? À Dakar. Francosphère, Dominique Rodrey. Francosphère avec le musicien sénégalais Mustapha Naam de Naam Trio. Et nous partons justement au Sénégal grâce à notre partenaire du CIRTEF, le Conseil international des radios, télévisions d'expression française. La journaliste de Sud FM à Dakar, Oumi Regina Sambou, nous rappelle que le paysage local pourrait bientôt être hérissé de dériques de pétrole depuis que l'on a trouvé des gisements marins et terrestres. Ils intéressent entre autres le groupe écossais Cairn Energy, mais pas les principales majeures compagnies, et attisent déjà les divisions politiques. Il est attendu 473 millions de barils sur le premier gisement appelé SNE et 900 millions de barils sur le deuxième appelé FAN qui n'a pas encore été évalué de façon précise. C'est en janvier 2016 que différents blocs de gaz ont été découverts au large du Sénégal et de la Mauritanie. On parle de 17 000 milliards de pieds cubes de gaz. Mai 2016, c'est en plein centre du Sénégal, au large de Kayar, dans la région de Thiès, que Cosmos Energy, Petrosen et Timis Corporation font une importante découverte de gaz estimée à 140 milliards de mètres cubes. Ces découvertes annoncent des lendemains économiques rayonnants pour le Sénégal. Mais en attendant que le premier baril sorte du forage, ces ressources naturelles provoquent des scandales qui impliquent la famille du président de la République. D'ailleurs, le frère de ce dernier vient de démissionner de Petrotim Limited de Timis Corporation. Son implication dans cette société a été dénoncée par l'opposition comme la société civile lors d'une marche tenue ce 14 octobre. Marche qui a été réprimée. Si tout va bien et que la rentabilité le permet, l'extraction pourrait démarrer dans les années 2020, c'est-à-dire tout bientôt. L'arrivée du pétrole au Sénégal, Mustapha Naam, vous voyez ça comme un facteur de prospérité ou bien de tension? Oui, de prospérité d'un côté et de tension d'un autre. Parce que si c'est bien utilisé et à bon escient, donc forcément, ça a des retombées positives. Mais si
c'est pour que ça soit rentable uniquement pour juste une minorité au détriment de la majorité de la population. Je suis vraiment navré. J'aurais bien aimé qu'on garde notre stabilité qu'on a jusqu'ici. Pour vivre heureux, vivons loin des yeux économiques. Le pétrole, c'est souvent la guerre. Est-ce que c'est une menace qui peut vous faire peur ? Moi, personnellement, ça me fait peur parce que ça attire des convoitises. Les multinationales auront tendance tout le temps à s'intéresser davantage à ce pays et souvent c'est source d'instabilité. Être un chanteur engagé, comme on vous a décrit tout à l'heure, c'est aussi dénoncer la corruption politique de votre pays ? Oui, quand il y a du positif, on le dit, et quand il y a du négatif, il faut le dire aussi. Est-ce qu'on se sent libre, Mustapha Naam, au Sénégal, de chanter tout ce qu'on a envie de chanter, justement, y compris, tiens, pourquoi pas, sur le plan politique ? Oui, je pense que ça c'est un acquis au Sénégal. Les artistes disent ce qu'ils pensent, à moins que tu ne veuilles pas le dire, mais lorsque tu le dis, je ne pense pas qu'il y ait des poursuites par rapport à ça. On a aussi parlé de Bob Dylan, hein, il a 35 ans de plus que vous. Comment est-ce que vous voyez le Sénégal dans 35 ans ? Oui, je le vois comme je vois l'Afrique. Je pense que l'Afrique, c'est l'avenir. Je pense que l'Afrique, c'est le présent et il faut compter sur ce continent. Petit accro à la francophonie avec ce nouveau titre de Naam Trio, I Am Lost, mais le reste est en français, on l'a entendu. Ça sonne mieux de dire le titre en anglais, I Am Lost, Mustapha ? Je pense que c'est par inadvertance, on va dire, lorsque... Vous n'avez pas fait exprès ? Parce qu'en fait, il s'agit d'un texte écrit par mon producteur, Dominique Prévost, que je salue au passage. Et il l'a chanté plus jeune. Et ensuite, moi, dès que j'ai entendu ce morceau, ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de reprendre ce morceau. Alors là, on n'est plus dans la chanson engagée, mais plutôt dans les mille et une nuits. Quelle est l'histoire de cette chanson ? C'est une chanson qui t'amène dans l'imagination totale. Et lui il l'a écrit lorsqu'il était en mission en Bangladesh, c'est ça le nom du pays. Et puis... Et lorsqu'il parle de Maharaja et tout, je pense que ça amène une personne, ça nous amène tous dans l'imagination totale. Ça fait voyager. Certaines de vos chansons sont en Wolof. Hein, oui. Vous parliez tout à l'heure du Wolof comme votre langue natale également, évidemment. Qu'est-ce qui vous fait préférer quand vous chantez une langue à une autre ? Oui, disons que chanter en Wolof, ça coule de source, parce que c'est ma langue maternelle, chanter en Peul également pareil. Mais lorsque je chante en français, je pense que j'écris beaucoup en français, c'est vrai, mais lorsque c'est chanté, on a tendance à très souvent faire très attention à ce que l'on dit, à l'élocution, à l'articulation. Donc je pense que c'est autant de choses qui comptent lorsqu'on chante en français. C'est plus contraignant pour vous le français ? Vous vous sentez plus sous surveillance de vous-même ? Au départ, en fait, quand tu commences le morceau, quand c'est en répétition, il faut que tu te l'appropries. Et lorsque c'est fait, après, ça devient naturel. Je pense ça m'est arrivé avec I'm Lost, quand j'ai chanté ce morceau, tout comme avec un morceau qui, au départ, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, lorsque c'est en live, c'est comme les autres morceaux en Wolof. Justement, en live, qu'est-ce que le public, votre public, apprécie le plus quand vous chantez en français ou quand vous chantez en Wolof ? Une fois en France, avec mon album, l'album précédent, je pense qu'ils aimaient ce que je chantais, ils avaient envie de comprendre et c'était chanté en Wolof et en français. Là, le second album, c'est à 80% en français.
Et du coup, ça donne plus d'ouverture. Ils comprennent mieux. Il n'y a même pas besoin d'expliquer avant de commencer le morceau. Après, ils s'intéressent davantage à ce que tu fais. I am lost, je suis perdu. Dans quel contexte, dans quelle situation vous vous sentez perdu, vous, dans la vie, Mustapha Naam? Oui, disons, c'est lorsque on perd un proche, lorsqu'on perd sa douce moitié, parce que j'ai perdu ma femme il y a 6 mois de cela. Donc voilà, ça on peut être en état, on peut être perdu lorsque c'est le cas, et je ne le souhaite à personne. Évidemment, on ne quitte pas la musique, on y revient plutôt avec la séquence Génération Watt, la grande enquête radio, télévision, web des premières, menée auprès des jeunes ultramarins qui sont nés entre les années 80 et les années 2000. Cette semaine, Sandrine Weber a sélectionné des réponses de La Réunion, de Tahiti, de Guyane et de Nouvelle-Calédonie sur l'addiction musicale. Pourrais-tu être heureux sans musique ? Non. Je suis musicien, j'aime la musique et j'aurais beaucoup de mal à vivre sans. Pareil, je pourrais pas vivre sans musique, j'aime trop le rap pour ça. Non, la musique c'est toute ma vie quoi. Et c'est même pas que quand je danse, même quand je dors je mets de la musique, donc non. Non, parce que c'est toute la journée, surtout en métropole, dans les transports j'ai mes écouteurs, hein. Je suis dans une bulle et c'est peut-être mon futur métier car je vais être chargée de com dans une maison de disques ou manager des artistes, etc. Côté religieux, côté coutumier, on a toujours de la musique en fait, ça a toujours été dans notre mode de vie. Je pourrais pas être heureux sans musique, parce que la musique ça fait partie de la nature. Dès le matin quand tu te réveilles, c'est avec le chant des oiseaux. Oui, je peux être heureux sans musique, mais c'est vrai que la musique me rend heureux. Sans musique, Mustapha Naam, vous êtes comme un poisson hors de l'eau, votre espérance de vie est très limitée? Oui, on peut le dire. Sans musique, je pense que la musique c'est la vie. Tout est accompagné par la musique. Je pense que même le muezzin dans la religion musulmane, c'est de la mélodie. Alors justement, vous portez un prénom musulman. Vous avez été enseignant dans l'enseignement protestant pendant des années. La cohabitation religieuse, vous savez qu'en France, en ce moment, elle est parfois sujette à des tensions. Comment ça se passe au Sénégal ? Oui, sans souci. Je pense que le Sénégal est une exception. Je le dis très souvent lorsque je joue, je fais un concert, je dis très souvent que c'est le seul pays qui a été dirigé pendant une vingtaine d'années par un chrétien avec 99% de musulmans. Ça, c'est énorme et nous, on le fait naturellement. Lorsque c'est une fête musulmane, on ne peut pas savoir qui est chrétien, qui est musulman. Le chrétien, c'était Léopold Sédar Senghor ? C'était Léopold Sédar Senghor. La musique, j'y reviens, elle est censée rapprocher les gens, la musique. Mais vous avez entendu que quelqu'un parlait de la musique écoutée sous son casque. À ce moment-là, est-ce que ça n'isole pas plus que ça ne rapproche quand on a la musique comme ça, juste pour soi, avec un casque sur les oreilles ? Oui, quelque part. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans les transports, on voit les gens avec leur casque tout le temps. Et je pense que ça c'est de l'individualisme pur et dur. S'il n'y avait pas de casque, je pense que c'est un gros marché. Mais s'il n'y avait pas de casque, les gens auraient le temps d'échanger dans les transports. Quand on aime quelqu'un, quand on aime sa musique, quand on vous aime vous, Mustapha Naam, est-ce que c'est dans un concert qu'on profite le mieux de votre musique ? Ou est-ce que c'est sur disque ? Les deux. Les deux, parce que le concert, c'est à un autre niveau, tout le monde chante, tout le monde danse. Et pour le CD, je pense que ma musique t'accompagne dans ta chambre, dans la voiture et partout où tu seras. Alors je vois que vous ne voulez pas choisir, mais je vais quand même essayer de vous faire renoncer à quelque chose. S'il fallait vous priver soit de chanter, soit de jouer d'un instrument, qu'est-ce que vous abandonneriez le plus facilement ? L'instrument. Parce que c'est trop difficile, la guitare de la main gauche ? Non, parce que je peux trouver quelqu'un qui pourrait jouer pour moi, alors que chanter, j'ai envie que de chanter que pour moi. Dernière séquence de cette francosphère, l'injonction de Jean-Marie Chazot, « Speak French », s'adresse cette fois au milieu de la mode. Alors que les modeux sont devenus des fashionistas et les victimes de la mode des fashion victimes, Paris se veut toujours la capitale mondiale de la haute couture, mais en cédant toujours plus aux anglicismes. Le pays du chignon et de l'eau de toilette, en français dans les textes anglais, a rebaptisé sa semaine de la mode Fashion Week. Heureusement, cette année, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, n'a pas hésité à revenir aux basiques en parlant français, répondant à la volée au quotidien de TMC. Je déclare ouverte la semaine de la mode à Paris. On dit plus Fashion Week ?
On dit aussi semaine de la mode, c'est bien. La semaine de la mode existe à Paris depuis 1973, créée par la chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers des créateurs de mode, mais qui l'a rebaptisée Paris Fashion Week, inspirée de la Press Week de New York, lancée elle en 1943 pour les journalistes américains qui ne pouvaient plus se rendre à Paris assister au défilé de mode. Mais là, c'est la langue allemande qui avait tout envahi. Pour un musicien, Mustapha Naham, c'est toujours un casse-tête de savoir dans quelle tenue on va apparaître sur scène. Oui, écoutez, c'est normal parce que l'artiste a besoin voilà, d'une visibilité. Donc, mais moi, ça ne me dérange pas d'être comme je suis au bureau et puis de monter sur scène 5 minutes après comme ça. Vous êtes quelqu'un de très coquet ? Ouais, je l'avoue. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? De quoi vous ne pourriez pas vous passer en termes vestimentaires ? En termes vestimentaires, moi, j'ai la corpulence qui me permet de m'habiller comme je le sens. Donc, je n'ai pas de souci là-dessus. Vous êtes sensible à ce que les autres portent ? Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que moi, s'habiller, c'est personnel. Après, pas besoin de juger l'autre. Merci Mustapha Naham, et on peut donc vous retrouver à travers votre CD qui vient de paraître, Naham Trio. Merci également à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot, Oumi Regina Sambou et Léo Friez. Merci, c'est moi qui vous remercie.